Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre second quart d'heure déclic. Et pour commencer, un grand merci à tous ceux qui nous ont contactés en message privé, par mail, par téléphone, pour nous partager vos ressentis, votre enthousiasme aussi, et puis également vos réflexions et des conseils bienveillants. Alors, c'est sous l'impulsion de vos retours justement que ce deuxième quart d'heure déclic voit le jour et qu'il va faire donc un focus sur l'intelligence au cœur de nos systèmes économiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on se représente rapidement. Emma, je vais me permettre de parler en ton nom. Donc, Emma Perret, tu es comédienne et auteure de Seule en scène depuis 2012, mais tu as travaillé auparavant, et ce pendant 21 ans, dans l'éducation nationale. Et c'est effectivement cette double expérience qui va te permettre d'aborder aujourd'hui à la fois l'intelligence de nos enfants, qui sont les futurs acteurs de notre monde économique, et en même temps la performance artistique dont tu vas faire un parallèle extrêmement intéressant avec la performance des entreprises. Je te laisse me présenter du coup. Merci à toi. Toi, tu as voué toute ta carrière professionnelle au monde des entreprises. Tu es diplômé d'école de commerce et tu as occupé pendant 17 ans des fonctions au sein même des entreprises te permettant d'agir sur la performance des organisations. Tu as créé il y a 3 ans, sur la base de tes expériences terrain, une structure, mais surtout une approche visant à accompagner ce que tu aimes appeler la vraie performance des entreprises. Merci Emma. Alors, d'ailleurs, écoute, je vais te redonner la main très rapidement pour te permettre d'introduire maintenant ce sujet de l'intelligence au cœur de nos systèmes économiques, puisqu'effectivement, tu vas pouvoir nous parler de ces fameuses coulisses de l'intelligence transmise à nos enfants. Oui, en tant qu'enseignante, j'ai été une professionnelle censée élever les futurs acteurs du monde. L'école, c'est effectivement ce lieu où on devrait avoir cette ambition, cet objectif. J'ai constaté qu'on cherchait essentiellement à inculquer des savoirs à tous les élèves, une base appelée socle commun des connaissances. Finalement, on ne finissait que par parler d'apprentissage, de compétences. L'élève apprend, mais est-ce qu'il comprend? C'est-à-dire, est-ce qu'il prend avec lui ses savoirs pour se les approprier et à son tour les faire évoluer avec ce qu'il est et sa capacité à appréhender le monde? J'ai quitté cette profession lorsque l'essentiel du temps en classe et en dehors de la classe ne consistait plus qu'à apprendre et surtout évaluer si les apprentissages étaient acquis. Évaluer, par exemple, un enfant pour savoir s'il sait conjuguer les verbes du premier groupe au futur, mais à l'âge de 7 ans. Alors qu'à aucun moment, finalement, on ne lui donne conscience de ce que peut signifier le futur. Même dans les domaines qui pourraient être nourrissants pour l'élève, les arts par exemple, eh bien l'évaluation est au bout. Mais comment on évalue un enfant de 7 ou 8 ans qui chante ou qui dessine? Et les enseignants sont à leur tour évalués sur leur capacité à évaluer les élèves. L'école, qui est censée être un lieu d'élévation, est devenue un lieu d'évaluation des transmissions du savoir. L'école, censée être un lieu de transmission d'une intelligence permettant l'évolution du monde, et bien finalement, elle est devenue un lieu de transmission d'une intelligence froide avec pour seul et unique but la performance. C'est d'ailleurs hyper intéressant de voir comment ces enfants dont tu parles, qui sont formés à l'intelligence froide, ont transformé ces savoirs dans le monde économique. Et quand on regarde les manuels de management modernes, en fait, les hommes, ils ont été théorisés en ressources. Les outils de management ont été réduits en matrices, mapping, tableau de bord et la finalité des entreprises en résultats chiffrés. En fait. Aujourd'hui, les entreprises, on pourrait dire qu'elles sont vraiment conceptualisées comme des machines de guerre résumées en KPIs, en indicateurs clés de performance. Et je trouve que ces chiffres, ils sont vraiment devenus obsessionnels et même limitants. Parce que je suis surprise qu'on nomme un classement dit des 100 marques les plus admirées au monde sur une base quantitative, telle que le résultat, les parts de marché, et absolument pas sur une base qualitative, telle des engagements ou des actions pour le monde. Finalement, on pourrait dire que plus les pôles d'intelligence se développent dans les entreprises, plus les logiques financières prennent le lead. Et c'est ce que tu appelais d'ailleurs dans le premier déclic, ce monde économique devenu complètement comptable.
On entre d'ailleurs dans un paradoxe économique qui ne fait qu'accentuer la crise de sens actuelle. En fait, on veut des entreprises de plus en plus responsables quand on est en parallèle en train de voir émerger des entreprises licornes. Quelque part, j'ai envie de dire que l'entreprise n'a jamais été aussi froide qu'aujourd'hui. Tout s'anime autour de la seule logique de la donnée, cette fameuse data, que ce soit au niveau marketing, commercial, RH, innovation. La data, en fait, on la veut absolument partout. Oui, ça me fait penser à ce que j'ai vu aussi à l'école. C'est apparu progressivement, cette logique de la donnée. L'essentiel de notre temps de formation, finalement, il était consacré à l'utilisation de tableaux, de logiciels de plus en plus innovants. Alors, d'ailleurs, on pourrait se dire, est-ce que cette fameuse ère de la data dont on parle tout le temps, finalement, ce n'est pas l'ère de l'intelligence froide, ce qui nous amènerait à dire, en fin de compte, que l'intelligence artificielle est au paroxysme de cette intelligence froide, quand bien même les entreprises cherchent à se revendiquer de plus en plus humaines. Je dirais même que le burn-out des employés et la perte de sens des entreprises, si criant aujourd'hui dans nos sociétés, ce seraient les effets secondaires d'une intelligence devenue de plus en plus froide. Qu'est-ce que tu en penses, Emma? Parce que toi qui viens justement de la fonction publique, il y a beaucoup d'humains dont tu peux parler. Bien, dans les métiers de la fonction publique où l'humain est au cœur, enfin, l'enseignement, le milieu hospitalier, eh bien, cette double injonction de la performance froide et du respect humain, elle fait entrer le personnel en burn-out. Car là, on est en plein dans une double injonction qui est complètement paradoxale. Mais d'ailleurs, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi on veut encore mettre de l'intelligence quand on parle de l'humain, enfin de la dimension humaine dans les entreprises? Pourquoi on veut parler d'intelligence émotionnelle? Pourquoi on veut parler d'intelligence relationnelle ou encore de savoir-être? Finalement, c'est comme si on voulait encore mettre l'humain dans des logiques arithmétiques et dans des cases. Et je pense que toi, tu peux bien en parler de tout ça avec l'école, justement. Oui, à l'école, chaque enfant doit entrer dans les cases du socle commun. On remplit tous les élèves avec les mêmes savoirs. Lorsqu'un enfant n'a pas acquis tel ou tel apprentissage, là, on considère qu'il n'entre pas dans la case du socle commun. Donc, évidemment, il n'entre pas dans quelque chose de figé. Et on ne parvient pas à se dire à ce moment-là que l'être vivant, il ne peut pas rentrer dans une case figée. Et cela nous empêche même de voir que la diversité, finalement, elle peut être une réelle richesse. Non, on considère qu'il faut correspondre à un résultat défini, prédéfini, et donc s'il n'y arrive pas, eh bien, il est considéré comme un problème. Là, l'enseignant, il doit résoudre ce problème pour atteindre l'objectif, et il a même été créé des temps de soutien destinés à ses élèves. Là, on isole l'élève du groupe classe avec les autres qui ont des problèmes. Et moi, je considère que cette attitude, eh bien, elle est complètement à l'opposé d'une approche humaine. Si l'enseignant échoue encore, eh bien, il finit par faire appel à la psychologue scolaire avec l'accord des parents pour atteindre l'objectif. Et on catégorise, on pathologise l'enfant dès l'âge de 6 ou 7 ans. Moi, j'ai vu de la Ritaline être administrée à des enfants de 8 ans. Ces médicaments censés lutter contre les troubles de l'attention finalement, ils empêchent le vivant de s'exprimer. Et en tant que conjointe collaboratrice sur la ferme de mon compagnon, j'ai finalement fait le parallèle avec le milieu agricole. On a voulu semer, planter les mêmes cultures sur des sols sans tenir compte du terroir. Et si cette plante, elle ne s'adapte pas au terroir, et bien là aussi, on pathologise et on injecte différents intrants dans le sol. Dans ces deux mondes, finalement, eh bien, on ne tient plus compte de la singularité du vivant. On aboutit à des enfants qui ont reçu les mêmes aliments uniformes, que ce soit celles de l'esprit ou celles qui sont destinées au corps. Nous remplissons les enfants, mais nous ne les nourrissons pas. Cela aboutit à de futurs adultes qui disposent d'une intelligence froide, mais qui n'ont jamais ou presque jamais eu accès à la subtilité du vivant. Ces enfants deviennent des adultes qui ne supportent pas que la subtilité du vivant leur échappe et ils veulent tout maîtriser finalement. Et je dirais d'ailleurs que c'est certainement la grande difficulté que rencontrent les entreprises aujourd'hui avec cette quête et cette attente du sens. Parce que ce sens, en fait, il titille ce que tu viens de dire là à l'instant, cette subtilité du vivant. Ce sens, il imposerait qu'on remette tout en question
et que du coup, que la maîtrise nous échappe. Et j'ai comme le sentiment que finalement, c'est ce besoin de contrôle qui nous est si cher qui fait qu'on met en œuvre, en fin de compte, des actions au nom du sens, extrêmement simplifiées, telles que des actions autour du bonheur ou du bien-être. Et j'ai envie de dire, quand on regarde ces actions, c'est comme si on rentrait dans des rapports assez infantilisants avec le salarié, en fait. Ce qu'on cherche à faire, c'est à apaiser ses douleurs au lieu de le responsabiliser. Au même titre qu'on cherche à apaiser ses peurs, finalement, au lieu de l'élever. En fait, on recherche un résultat tellement immédiat pour ne pas perdre de vue cette performance froide qui anime l'entreprise, qu'on est prêt à déployer n'importe quel outil qui va nous permettre d'y parvenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'IA prend autant de place aujourd'hui dans les ressources humaines. Et c'est comme si on était en train d'essayer, on est à nouveau dans un paradoxe en fin de compte de vouloir faire des entreprises humaines de plus en plus froides. Et c'est vrai qu'on croit qu'on peut révolutionner l'entreprise avec toutes ces énergies déployées, on en lit énormément des choses à ce sujet, mais véritablement, on ne peut pas révolutionner l'entreprise si on garde toujours ce même objectif de cette performance froide. Je dis d'ailleurs souvent, quand je parle à des clients ou quand j'anime des conférences, qu'avant de vouloir faire de l'innovation opérationnelle, il faut véritablement rentrer dans une innovation de la pensée. Mais j'ai vraiment envie de te donner la main à ce sujet-là parce que toi, en tant qu'artiste, je pense que tu peux vraiment parler de ça. C'est tout le travail de l'artiste, justement, comprendre le sens de la performance. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé une voie qui m'a permis de sortir de la performance des savoirs pour être dans la performance de l'être. Le premier conseil qu'on donne à un comédien, finalement, c'est d'abandonner son intelligence, ses savoirs, qui ne sont que des croyances à un instant T. Alors, je me permets de te couper à ce moment-là parce que j'adore ce que tu viens de raconter parce que c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai fait un stage de clown. Le clown, en fait, il est drôle quand il veut exprimer ses émotions, quand il lâche prise justement sur l'instant présent et qu'il ose se montrer vulnérable. Dans l'entreprise, en fait, on est formé pour ne surtout pas être vulnérable, notamment quand on a des présentations officielles à animer. Et moi, je me suis rendu compte que toute cette maîtrise que j'avais acquise et qui m'était hautement reconnue dans l'entreprise et qui permettait de venir dire que j'avais une grande performance pour aller animer des présentations officielles, et ben, ça devenait ma propre limite, ma véritable contrainte quand j'étais justement dans cet exercice du clown. Oui, parce que bien sûr, on a besoin de cette intelligence technique et de la maîtrise des fondamentaux. Mais la maîtrise absolue, c'est qu'une illusion. L'intelligence, elle doit être une base, mais pas une fin en soi. Il faut regarder l'intelligence comme un propulseur pour aller plus loin. C'est la grande différence finalement entre maîtriser et s'élever. Et dans l'art, aucun savoir n'est suffisant ou nécessaire. Toute technique, tout savoir-faire, ils sont destinés à être dépassés. La technique, elle est acquise, elle est imprimée en l'artiste, mais il peut et il doit s'en débarrasser et être. La page blanche, le plateau de théâtre nu, c'est l'exercice du lâcher-prise. Et là, on n'a aucun résultat prédéfini. Ouais. D'ailleurs, cette notion de prédéfini, elle me fait sourire parce que quand j'avais dit à la personne qui nous accompagnait, mais moi, je veux réussir à devenir un clown, elle m'avait dit, bah, de toute façon, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais en fin de compte. Si tu es dans cette volonté de maîtrise et d'atteindre un résultat prédéfini d'être drôle, bah, en fin de compte, tu n'y arriveras jamais. Et, je sais parce que, effectivement, dans l'humour, le seul moment où tu es vraiment drôle, eh ben, c'est quand tu te surprends toi-même et que tu ris de toi tellement ça te surprend. Le vrai objectif, c'est être là, dans le présent. Et aucun artiste ne sait où cet être va le conduire. On n'anticipe pas, on vit. L'artiste, il ressent le monde et il renvoie au monde une vision unique de son être traversé par le monde. Il faut habiter la page blanche, il faut habiter le plateau de théâtre. Et pour animer ces espaces vides, l'auteur, le comédien, il est au monde avec toute sa singularité et finalement son universalité. Là, on n'est plus du tout dans la performance et on peut atteindre le génie. Et c'est dans notre zone de génie que nous pouvons finalement dépasser l'IA pour qu'elle ne soit plus qu'un outil au service du génie. Ouais. Et d'ailleurs, cette notion de génie, c'est une vraie interrogation et je pense qu'elle est là, l'étincelle qu'il doit y avoir dans l'entreprise pour réussir le monde de demain. Parce qu'à l'heure de la raison d'être, est-ce que le coup de génie de l'entreprise, c'est de réussir à raisonner au nom de l'intelligence ou à raisonner au nom de l'être? Et donc, quand je parle de raisonner ou raisonner, c'est ces deux orthographes-là que je mets en avant.
Parce qu'effectivement, la responsabilité des entreprises et l'adhésion qui sont devenues les vrais casse-têtes des organisations, la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça réside dans la raison ou dans la résonance? Et j'ai envie de dire à tous ceux qui travaillent les courbes du changement, dont j'ai pu assister à un ensemble de réunions qui nous expliquent qu'on passe du deuil à l'acceptation. Accepter, c'est raisonner, avec un AI. Quand adhérer, c'est raisonner, avec un E. Tu peux lever plus haut parce qu'on voit pas ton affiche, Jennifer. Tu peux lever un peu plus haut. Accepter, c'est raisonner. Quand adhérer, c'est raisonner, avec un E accent aigu. Et d'ailleurs, on est d'accord, toi et moi, pour dire en fin de compte que le grand défi des entreprises, c'est plus de chercher à survivre en assommant le monde de raison, mais c'est de chercher à survivre en animant le monde de résonance. Et j'ai envie de dire qu'à tous ceux qui pourraient croire que tout ça, c'est très conceptuel, il y a un process que j'ai pu tester avec Racine Carré Consulting et qui fonctionne véritablement, c'est le processus de la construction identitaire corporate. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises ont un potentiel d'aura à aller chercher au travers d'un travail d'introspection et de construction identitaire. Et ce potentiel d'aura des entreprises, il prend source dans les racines des organisations et non au départ des problèmes, comme tu parlais tout à l'heure pour les enfants dans les écoles. Cette force de marque, elle prend source au cœur de l'entreprise et non dans des objectifs prédéfinis par les tendances de marché. Donc, j'aurais envie de donner juste une dernière phrase de conclusion qui est de dire, en fait, il faut qu'on ose regarder non plus nos entreprises comme des organisations performantes, mais comme des organisations brillantes. Tu aurais un petit mot pour conclure aussi, toi? Un artiste brillant, c'est justement celui qui est doté d'une forte intelligence et qui a su la dépasser pour s'élever et être unique. Et une entreprise, elle peut aussi être brillante si elle place l'intelligence comme un passage obligé, mais non comme une finalité en soi. Merci, Emma. On va se quitter pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez aimé, eh bien, likez, partagez, parlez-en autour de vous et abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et n'oubliez pas que vous pouvez partager vos réflexions sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.